Le sans filtre, c'est quoi? Voilà, voilà. Donc, on va accueillir les autres. Vous pouvez rester évidemment, hein, the more the merrier, comme disent les Américains. Et on commence à avoir une belle petite communauté là en ligne sur les questions de numérique et environnement. Donc, je vais accueillir Adrien Montagu. Si j'écorche vos noms et vos prénoms, vous me dites parce que voilà, c'est un peu mon côté latina. Parfois, je fais des accents un peu bizarres. Donc, Adrien Montagu, c'est ça? Super, bonjour Adrien. Et Marion Bonjour. Greifly. Bonjour, merci pour Bonjour, l'invitation. super. Ben, on va commencer par Adrien, que j'ai vu danser sur le jingle tout à l'heure, hein. Ouais, effectivement, c'était sympathique, même si la voix de Macron n'est pas des plus mélodieuses, mais en tout cas, le jingle est réussi. Voilà, super. Donc Adrien, est-ce que tu veux te présenter, nous expliquer un peu quelles sont tes activités concernant le numérique et l'environnement? Eh bien, alors, donc, je suis un des 4 cofondateurs de la coopérative Common. Donc, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de la location de produits électroniques plus responsables, sachant que, comme vous l'avez bien compris sans doute, il n'y a rien de parfait dans le domaine et on peut simplement mettre en avant des produits qui s'engagent dans une direction un peu plus vertueuse. Et donc, nous, on sélectionne des produits tels que le Fairphone, par exemple, qui est bien connu du secteur puisque c'est l'acteur emblématique qui s'est engagé le premier dans des démarches d'amélioration. Et donc, on va prendre cet appareil et on va le placer dans le cadre d'un service où le client il ne sera plus propriétaire d'un produit, mais bénéficiaire d'un service qui comprend l'appareil et la prise en charge des pannes, des casses, des réparations, l'assistance à l'usage, etc., etc. Et on va rajouter comme ça toute une couche servicielle en plus pour faciliter d'une part l'usage de l'appareil pour les personnes et surtout pour allonger la durée de vie de la flotte d'appareils qu'on a en circulation dans la mesure où en fait notre coopérative, comme elle reste propriétaire des appareils, à aucun moment on va les vendre. Et ça, c'est vraiment la clé de voûte de notre modèle, c'est-à-dire que notre coopérative a vraiment un intérêt à ce que les appareils durent longtemps puisque c'est notre richesse commune qu'on a mis en circulation. Et donc, ceci, ça fait qu'on va développer des mécanismes assez vertueux en termes d'économie circulaire, c'est-à-dire que quand un appareil va nous revenir endommagé, au lieu de l'envoyer vers le recyclage, puisque dans le domaine de l'électronique, je pense que ça a peut-être déjà dû être évoqué, c'est très complexe en fait le recyclage, on a des rendements qui sont vraiment mauvais en termes de récupération de matières premières. Eh bien, avant de l'envoyer au recyclage, on va commencer par récupérer, par exemple, la caméra, le micro, pour réparer d'autres appareils qui pourraient être endommagés. Et donc, comme ça, en fait, on est capable d'allonger la durée d'exploitation des composants au-delà des appareils eux-mêmes, en fait. Et ça, en termes d'économie circulaire, on pense que c'est ce qui peut être fait de mieux sur la durée de vie des produits. Et donc, on a lancé cette coopérative en janvier 2018. Et donc, ça se développe pas mal. On est assez satisfait de cette aventure et donc on a un statut comme Télécope de société coopérative d'intérêt collectif, ce qui donne un petit côté particulier, c'est-à-dire que nos clients, s'ils le souhaitent, ils peuvent être sociétaires de la coopérative et donc prendre une part et avoir accès à nos bilans comptables, à nos rapports d'activité, prendre part aux décisions en assemblée générale, ce qui garantit un peu la transparence de notre entreprise, parce qu'avec un modèle locatif tel que l'on a aujourd'hui, on pourrait tomber dans des mécanismes pas forcément vertueux où le client il serait ponctionné de manière outrancière chaque mois avec des tarifs pas très bien conçus. Là, on est toujours en train d'essayer de calculer le juste prix. On a des mécanismes en fait de tarifs dégressifs, c'est-à-dire que pour inviter la personne à conserver le même appareil, toujours dans cette approche de durabilité, après la première année, les tarifs ils vont diminuer. Après la deuxième année, ils vont diminuer encore plus fortement. Et les clients qui le souhaitent, ils peuvent être sociétaires et donc avoir un droit de regard et un droit de vote dans la vie de notre coopérative, quoi. Puis après, on aura aussi les partenaires de com. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire toute la gouvernance de la coopérative, mais c'est un statut qui est super intéressant à, à prendre en considération. C'est super. On travaille beaucoup sur les questions de commun numérique et ces questions de gouvernance sont très importantes et je crois consubstantielles vraiment à essayer de faire mettre en place des communs numériques. Donc, tu disais, en fait, ce qui est important, c'est que les appareils, ils aient des composantes détachables, hein. Il y avait toute la question, par exemple, des batteries
détachable. En fait, comme on ne peut pas enlever sa batterie de son iPhone derrière, voilà, on est obligé de le remplacer, etc. Donc, que les appareils soient modulables. Hein, c'était aussi un mot qu'avait utilisé Frédéric tout à l'heure. Oui, Et donc, ouais, oui, pardon, vas-y. bah oui, bah là-dessus, effectivement, c'est sûr que le Fairphone, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui est assez parlant. C'est-à-dire que là, si vous voulez, je peux enlever la batterie, là, hop, voilà. Et puis, Voilà, je peux même sur ça, c'est le Fairphone 2. Et donc, sur le Fairphone 2, là, ils avaient vraiment poussé le bouchon très loin. C'est-à-dire que je peux enlever l'écran sans même avoir besoin de tournevis. Donc là, vous voyez, hop, j'ai enlevé l'écran. Donc ça, c'est sûr que c'est assez dingue. C'est un côté bluffant. Bon, il se trouve que sur le Fairphone 3, pour réduire des petits problèmes de petits faux contacts et tout, parce que sur le Fairphone 2, par exemple, comme il était très modulaire, des fois, la caméra, il fallait la revisser. Enfin bon, il y avait des petits trucs comme ça qui donnaient un petit côté vraiment typique et atypique à ce téléphone. Mais pour essayer de toucher un plus large public, ils ont fait un tout petit pas en arrière en termes de modularité, c'est-à-dire que maintenant, pour enlever l'écran, il y a 13 vis, donc des vis cruciformes, il n'y a pas de colle, hein, et qu'il est nécessaire pour enlever l'écran. Donc nous, effectivement, on va sélectionner des appareils qui sont les plus réparables ou les plus durables possibles. Parce que forcément, si on n'est pas capable de les réparer, ben, on ne va pas être capable de les maintenir longtemps en circulation. Et surtout, par rapport à notre récupération de composants, pour jouer sur cette interopérabilité-là, ben, il faut qu'on puisse être capable de les démonter facilement, parce que si on doit avoir des chaînes de démontage hyper complexes et tout, ça va être un peu compliqué. Et puis, parallèlement, on a aussi des cross-calls en location, qui là, alors, ils sont un peu moins, on va dire, démontables par le commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi, puisque c'est des téléphones qui sont conçus pour être ultra résistants, étanches et robustes. Et donc, quand on va vouloir le démonter, le remonter, pour vérifier l'étanchéité, il va falloir les repasser dans un caisson hyperbare. Et donc ça, forcément, on n'a pas tout ça dans sa cuisine, pour ainsi dire. Sinon, lors du remontage, l'étanchéité, elle ne sera pas garantie de nouveau, quoi. Mais nous, on a observé que certains de nos clients avaient des besoins vraiment spécifiques en termes d'appareils très, très durables. Et donc, on s'est orienté vers ce produit-là pour ce besoin spécifique. Et puis, je tiens quand même à rappeler, parce que je ne l'ai pas rappelé, et c'est important en propos préliminaire, de dire que l'appareil le plus responsable qui soit, c'est celui que l'on a déjà dans sa poche, hein. Donc, avant éventuellement de venir chez nous, il faut déjà se poser la question de savoir si son appareil peut être réparable ou quoi. Donc ça, c'est le b.a-ba, quoi. Et puis moi, je vais toujours un peu plus loin. Je dis que si vraiment on veut être responsable, le mieux, c'est de ne pas avoir de smartphone tout court. J'en avais pas avant de lancer la coopérative. J'ai tenu 6 mois sans en avoir un en étant responsable de communication de la coopérative. Et quand mon vieux téléphone tout naze là est tombé en panne, bon, ça devenait intenable et j'étais obligé de prendre un Fairphone. Mais vraiment, voilà, quoi. Il faut se poser les bonnes questions, quoi. C'est bien. Nous, on avait pris des Fairphones pour nos collaborateurs quand on avait un groupe écologie, démocratie, solidarité. On avait commencé à expérimenter un peu avec ça. Mais du coup, c'est très en ligne avec des amendements qu'on porte justement dans ce texte. On veut faire un espèce de coup de pouce réparation, comme si c'était un coup de pouce vélo. Je ne sais pas si vous connaissez c'est un chèque réparation qu'on voudrait mettre en place pour que les citoyens qui vont réparer leur téléphone voilà, soient aidés financièrement. Donc ça, c'est une des questions qu'on porte. Laetitia, je vois là que tu lèves la main et je vais en profiter pour te poser une question que j'ai vue passer sur le chat. Dis-nous, hop, si vous avez des cohortes de retour de consommateurs qui se plaignent, ça ne serait pas possible de faire des actions de groupe. Donc voilà, n'hésite pas à rebondir sur ce que tu voulais nous partager avec nous, mais il y a cette question aussi qui revient sur le chat. Oui, merci. Sur le fonds réparation, enfin sur la réparation, je voulais revenir là-dessus parce que je pense que c'est une bonne idée, tout ce qui va aider à la réparabilité, la réparation, la rendre moins chère, parce que c'est vraiment un frein important. Mais juste pour info, on a obtenu une idée de Hop qu'on a défendue corps et âme, qui était le fonds réparation. Et donc, dès 2022, on va avoir des contributions des fabricants qui vont être mis dans un pot commun qui va être géré par les éco-organismes
notamment donc électriques, électroniques, et qui vont être reversés aux réparateurs pour rendre la réparation moins chère in fine pour le consommateur. Donc ça, c'est déjà à l'étude et c'est vraiment une bonne chose. On espère que ce soit à la hauteur de l'ambition qui a été mise dans la loi. Nous, on fait partie des groupes de travail actuellement. Ça sera en vigueur en 2022. Donc, il faudra voir à quoi on peut s'attendre concrètement. Mais ça peut fonctionner comme ça par forfait sur des réparations. Et l'idée, c'est vraiment de rendre ça moins cher pour le consommateur final. Donc, je pense que bon, voilà, c'est bien de travailler à d'autres dispositifs. Plus on pourra le rendre moins cher, mieux ce sera. Mais concentrons-nous aussi sur cet outil existant, je pense, pour que ce soit vraiment à la hauteur. Parce que voilà, il y a aussi un risque que ce soit un peu dénaturé. Et donc ça, voilà, je pense que c'est vraiment un super outil qui peut être mis en œuvre, avoir beaucoup d'impact. Après, sur l'action de groupe, c'est une option. C'est assez difficile en France, en fait, parce qu'en 2014, en effet, il y a eu une loi qui permet les actions de groupe, mais en fait, qui la permet très difficilement. Donc, voilà, je pense que c'était plus pour l'image que pour réellement faire des actions de groupe en France. Donc, il faut être une association aussi agréée. Enfin, il y a déjà beaucoup de conditions. Et après, la difficulté, nous, on avait quand même réfléchi sur ce genre d'action, mais après, c'est la difficulté entre faire une action qui peut être coûteuse, en fait, pour mettre en place, et le gain qu'on espère obtenir pour les personnes qui sont dans la démarche, les dommages et intérêts. Et en fait, quand on est sur des appareils qui ont déjà plusieurs années, comme 5-6 ans sur des smartphones, finalement, le dommage et intérêt va être assez faible. Et donc, il faut quand même aussi amener beaucoup de preuves que chaque personne retrouve les factures, etc. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Donc, on ne désespère pas quand même, mais il faut savoir que ce n'est pas non plus si évident, même si ça peut paraître une bonne idée. Dans la réalité, ça peut être assez complexe. Merci, c'est assez clair. Cédric, est-ce que tu veux nous raconter un peu ce qui se passe en séance? Ah non, là, on est en train de terminer l'article 12, qui donc se finira sans qu'il y ait aucun changement autre que des micro-détails sur cette question de consigne de verre. Et puis après, il y aura quelques articles. Alors, il y a un amendement à toi qui arrive juste après l'article 12. Donc, une fois qu'on aura voté l'article, on pourra aller sur le sujet. Et c'est peut-être celui-là, d'ailleurs, c'est pas après l'article 12 que tu as mis des choses sur la consigne pour les produits électroniques. Donc, ça va arriver très bientôt. Moi, j'ai une question, sinon, pour Adrien. Vas-y. On a parlé du Fairphone. Il y a un autre produit qui tente d'occuper le créneau du téléphone changeable reparable, c'est le PinePhone. Quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a des différences de stratégie, de positionnement, de marque? Qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Alors, j'ai pas bien compris le nom de l'appareil. PinePhone, comme un pain. PINE phone. Ah, ben intéressant, je ne le connaissais pas celui-ci. Alors, hop. Voilà. C'est super, merci Cédric pour la veille stratégique. Il va falloir que je me repenche sur le sujet. Non, en fait, dans le domaine, il y a un certain nombre d'acteurs qui essayent de se lancer sur les smartphones modulaires, mais celui-ci, à moins que j'ai pas bien compris. Ah oui, d'accord, ok. Celui-ci, est-ce qu'il aboutit? Parce qu'il y a eu pas mal d'initiatives comme le projet ARA de Google. Évidemment, le chemin est long jusqu'à avoir un. Voilà, c'est ça. Il y a le Shift Phone aussi qui a été lancé. Mais alors celui-ci, effectivement, c'est fou que je ne l'avais pas en visuel. Mais on a peut-être dû l'avoir et pas forcément le considérer. À ma connaissance, il est en version bêta encore. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit grand public comme peut l'être. Enfin, le Fairphone n'est pas vraiment grand public, mais au moins il est abouti.
il est grand Ouais. public. Si, il peut être grand public. Bon, tu le trouveras pas à la boutique Orange en bas, mais Si, il se trouve que Si. oui. Ah ouais, tant mieux. Ouais, Écoute, si, voilà une si. très bonne nouvelle. Si, ils ont vraiment là, ils ont vraiment percé sur le grand public. Mais en fait, je viens de regarder effectivement le PinePhone, ils ont aussi tout un côté intéressant sur le côté open source, c'est-à-dire que ils sont vraiment sur des OS libres, ce qui est un autre volet très intéressant. Nous, on propose d'installer sur nos Fairphone des OS de type de la fondation i pour les clients qui souhaiteraient se passer des GAFAM. Euh, mais il y a un certain nombre d'acteurs. Ce qui est intéressant, c'est que ça commence à être un peu balbutiant. Là, vient d'évoquer l'indice de réparabilité. Bon, même si moi-même, personnellement, je trouve que c'est une mesure intéressante, mais que forcément, il faut aller plus loin. Ça a eu le mérite, je pense, de mettre un gros coup de projecteur sur cette notion de réparabilité. Et c'est pas dit qu'il n'y ait pas d'autres acteurs qui se lancent. Après, émerger dans le secteur de l'électronique aujourd'hui, il faut se lever quand même assez tôt. Et c'est pas des plus simples. Mais en tout cas, nous, on sera attentif à des initiatives telles que celle-ci. J'aime bien aussi mettre en avant des fois l'initiative, le Mooditaphone. C'est plus un smartphone en fait, c'est un téléphone qui lutte contre l'économie de l'attention. Donc c'est un bêta, il est en version bêta aussi. On va avoir juste une petite application de méditation, un timer, de quoi faire des SMS, et il a un DAS très 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 faible. Et puis c'est assez standard quoi. Mais simplement il est assez stylé, donc ça reste un objet sympa qui peut être bien mis en avant. Mais c'est vraiment, il se positionne sur la lutte contre l'économie de l'attention. On a Et une avant de question, parler, si je peux me permettre, dans le chat, justement, pour revenir sur l'indice de réparabilité. On dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une sorte de logo sur les smartphones pour dire, voilà, c'est le score 1, 2, 3, ça serait le Nutri-Score du smartphone. Bonne ou mauvaise idée pour vous? c'est déjà le cas en fait. Voilà, c'est l'idée de l'indice de réparabilité qui a été voté dans la loi AGEC. A priori, c'est pas très clair. Hein. Donc, voilà. Ça a été mis, en fait, ça commence à être déployé doucement à partir de janvier 2021. Donc, ça va, je pense, se démocratiser et on devrait le voir apparaître de plus en plus dans les commerces. On peut espérer qu'il devienne un repère un peu comme l'indicateur énergie sur les produits électroménagers. Ouais. Mais c'est sûr que cette mesure-là, c'est une mesure qui est intéressante, mais c'est un peu ce que le Haut Conseil pour le climat appelait le gouvernement par les conduites, c'est-à-dire qu'on va donner aux consommateurs des informations pour qu'ils puissent faire un choix éclairé, d'un choix de consommation éclairé. Toutefois, à côté, il faut aussi mettre en place des mesures structurantes pour réglementer le secteur, sinon on n'actionne qu'un seul levier, quoi. Mais bon, c'est bien de l'avoir actionné, quoi. Alors, pendant qu'on discutait, l'amendement de Paula a été rejeté sans débat. Ah ben voilà, ça passe tellement vite. Mais du coup, ouais, sur cet indice de réparabilité, il y a une question encore dans le chat. N'est-il pas apposé par le constructeur sans vérification par un organisme indépendant? Attendez, avant qu'on reprenne sur ces sujets, parce que je sais que Marion doit partir à 19h et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de lui donner la parole. On reviendra sur l'indicateur de réparabilité juste après. Marion, s'il te plaît, présente-toi, dis-nous un peu que fait Télécope, quelles sont vos activités. Bonjour à tous et puis ravi de rejoindre cette table ronde. Pour vous présenter Télécope en quelques mots, donc Télécope c'est le premier opérateur télécom coopératif à vocation écologique et solidaire. Nous on est parti d'un constat très simple, c'est que aujourd'hui on a un besoin de pouvoir se réapproprier ces usages numériques et pour ça on a aussi le besoin qu'un opérateur puisse prendre ces positions-là, puisque finalement l'opérateur c'est la porte d'entrée vers le numérique. Et aujourd'hui, quand on est un abonné, classiquement, eh bien, c'est vrai que quand on fait des choix de téléphone, on passe souvent par son opérateur. Quand on fait bien sûr son choix d'abonnement, bien évidemment, on passe par son opérateur. Et on s'est finalement rendu compte qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun opérateur en tant que tel qui incitait
ses abonnés à se réapproprier ses usages, aussi à se questionner aussi sur l'impact écologique et social, parce qu'on en a un petit peu parlé un peu plus tôt dans les interventions aussi de ces impacts sociaux qui sont hyper importants à mettre en avant. Et du coup, en fait, le projet Télécope est né comme ça, donc un peu sur le même principe que ce qu'a pu décrire Adrien pour la coopérative Common. Nous sommes une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui accueille donc au sein de sa gouvernance donc ce qu'on appelle les sociétaires. Donc tout à chacun peut devenir sociétaire et peut donc prendre partie dans la construction de l'entreprise. Et aussi la construction de ces offres, je pourrais en parler un petit peu après, mais je pense que on a conçu aussi un peu Télécope comme vraiment un outil de réappropriation par tous. Donc, il y a cette possibilité de s'engager au sein de concertations pour construire finalement les différentes offres de l'opérateur que nous sommes. Et en fait, on a mis notre action sur plusieurs piliers, plusieurs éléments sur ces sujets-là. Le premier, c'est vraiment la notion d'offre engagée. Donc, on est d'abord un opérateur mobile, c'est-à-dire que le premier service, c'est l'opérateur mobile. On a commencé par s'intéresser à ça parce qu'en fait, on est 94% des Français ont un mobile. Les plus de 2 tiers des Français ont un smartphone en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose du quotidien qu'on a finalement tous dans les mains. Donc, on a commencé par devenir un opérateur mobile avec le souhait de pouvoir mettre en avant, en lumière finalement la consommation de données mobiles. Donc, on a sorti une offre qui est liée à la facturation des données mobiles consommées, en fait, pour que chacun puisse se réapproprier ses usages. Ensuite, le deuxième pilier finalement de l'offre de Télécope, c'est la lutte contre l'obsolescence programmée. On en a pas mal parlé, j'ai eu l'occasion d'écouter ce qui a été dit précédemment sur l'après-midi. Et ça, on pense que c'est le rôle d'un opérateur télécom. C'est le rôle de pouvoir accompagner en fait ses abonnés et les citoyens que nous sommes par des choix éclairés de téléphone, puisque c'est un outil du quotidien, ça on va pas le nier. Par contre, on peut aussi décider de faire des choix qui ont moins d'impact environnementaux et sociaux et de pouvoir les maîtriser. Et pour ça, nous, le parti pris qu'on a, c'est vraiment la non-incitation au renouvellement du matériel. Ça, c'est déjà un premier point. Adrien l'a très bien dit. Le téléphone qui est bon, c'est celui qu'on a déjà et qu'on gardera le plus longtemps possible. Donc ça, c'est aussi vraiment la position qu'on a chez Télécope. Et au-delà de ça, on incite plutôt à la réparation plutôt qu'au renouvellement. Et on met en avant, pour finir, des téléphones qui sont connus pour leur niveau de réparabilité, notamment donc avec des solutions finalement comme ce dont a parlé aussi Adrien, donc les Fairphone, etc., Crosscall, etc. Il y a une densité maintenant de projets qui se lancent sur ces sujets et notre rôle Télécope, c'est de les mettre en avant pour nos usagers. Et pour finir, et c'est finalement un sujet qui englobe un petit peu tout ce que j'ai dit là, nous, on défend aussi vraiment la notion de sobriété numérique dans nos usages, mais aussi, ça m'a marqué ce qu'a dit Muriel un peu plus tôt, cette notion, on fait beaucoup reposer finalement de responsabilité sur les citoyens, etc. Nous, on souhaite en fait pouvoir accompagner en fait nos abonnés dans cette réappropriation, les accompagner aussi dans la mise en place de la sobriété numérique pour eux. Donc, on fait de la sensibilisation. On est en train de travailler aussi sur des logiques de formation sur ces sujets. Et on le fait en fait avec nos sociétaires. On le fait en fait avec des citoyens, parce que moi je me considère comme étant aussi bien la coporteuse du projet Télécope, mais aussi une sociétaire de Télécope. Et on le monte avec nos sociétaires pour réfléchir aussi au bon parcours qui pourrait permettre à chacun de se réapproprier ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment l'idée de Télécope, c'est ça, c'est d'être un opérateur télécom, j'allais dire citoyen, et qui propose aussi un petit peu de chahuter un peu le monde de l'opérateur télécom, mais vraiment au service de la vocation écologique et sociale que nous avons. Donc voilà en quelques mots. Alors j'ai le temps, je peux rester jusqu'à 19h30 sans problème. J'ai pas donc avec grand plaisir s'il y a d'autres choses que vous voulez évoquer par la suite. Ah, super, merci, merci Marion. Justement, je voulais te poser une question parce que on avait porté un amendement à un moment dans la loi économie circulaire sur justement le fait de ce que tu décrivais, de mettre dans les factures en fait l'impact, la consommation de données, mais aussi l'impact en termes de carbone et de consommation carbone. Et donc, ce que nous répondait le gouvernement, c'était que c'est très compliqué de calculer une équivalence, en fait, entre consommation de données et impact
et bilan carbone. Est-ce que vous avez réussi à faire ça ou vous êtes juste sur un affichage de la consommation des données? Alors à ce stade, en effet, on est vraiment sur l'affichage de la consommation de données mobiles, mais tu soulèves un point qui est très important parce que ça fait partie du niveau d'information, en fait, qu'on veut pouvoir donner, à nos abonnés. C'est vrai que c'est pas facile parce que ça dépend de beaucoup de choses, finalement, cet impact carbone. Donc on est en train de travailler sur un modèle, justement avec nos sociétaires, enfin un certain nombre de sociétaires qui sont un peu spécialisés justement sur ces notions de calcul de l'impact carbone. Donc on espère pouvoir, vraiment le donner là dans les prochains mois. On a un peu conscience que ce sera peut-être imparfait parce que forcément, il y a un certain nombre de moyennes qu'il faut intégrer dans le modèle, et cetera. Mais effectivement, on pense qu'il y a au moins un niveau d'information qu'on va pouvoir donner. Après, il y a forcément des questions qui se posent. Ensuite, il y a quand même une notion dans la loi, je pense qu'on en parlait justement avec l'INR récemment, donc l'Institut du numérique responsable, pour justement développer ces informations-là à tous les niveaux, quoi. Mais oui, ça fait partie des projets qu'on a, ouais, tout à fait. Merci, merci. Bon, donc on va revenir sur cette question d'indice de réparabilité. Laetitia nous disait qu'elle pouvait nous montrer le visuel en partageant son écran. On pourra bien comprendre, saisir de quoi il s'agit. Est-ce que vous voyez là? Oui. Ouais, parfait. Donc voilà, l'indice ressemble à ça. Sur certains sites, vous voyez déjà, par exemple, Crosscall l'a indiqué, leur indice de réparabilité. C'est une note sur 10 avec un code couleur aussi. Bon, aujourd'hui, on manque quand même un peu de recul. Et puis, c'est vrai que quelqu'un a parlé de qui donne ses notes. Donc, c'est vraiment le fabricant qui auto-déclare sa note, mais sur la base de critères et d'indicateurs qui ont été vraiment pensées par toutes les parties prenantes et validées par l'État, qui sont relativement ambitieuses, même si on voit avec le premier retour d'expérience qu'il faudra faire des mises à jour sur les critères et les pondérations notamment, parce que concrètement, voilà, si vous pouvez avoir la notice et les pièces détachées, mais que vous pouvez difficilement démonter votre appareil, finalement, ça n'a rien d'avoir une bonne note puisque le B.A.B.A. déjà n'est pas là. Donc, voilà, il y aura sûrement des mises à jour à faire de cet indice, mais ça reste plutôt un bon outil qui peut traduire quand même aujourd'hui la bonne réparabilité d'un produit, même si, encore une fois, nous, on attend avec beaucoup d'impatience l'indice durabilité qui prendra d'autres aspects en compte qui sont essentiels. Très bien. Et donc, nous, on s'était battu pendant ce texte pour que cet indice soit mis en open data. Et donc, ça avait été voté pour qu'on puisse derrière faire des applications d'information auprès des consommateurs qui puissent comparer en fait des produits avant d'aller les acheter. Et on est sur les mêmes sujets là, sur l'affichage environnemental dans ce texte. Sauf que l'amendement qui a été adopté sur l'open data est un peu moins ambitieux que ce qu'on avait réussi à adopter à ce moment-là. Et donc, on a eu toute une discussion là-dessus. Si vous voulez revoir le replay, aussi presque 2 heures de débat avec des experts sur la question des données, où on parlait de comment mettre les données au service de la transition écologique. Donc, merci pour tout ça. Cédric, raconte-nous un peu ce qui se passe en séance. Écoutez, la séance est en train de reprendre après une petite pause correspondant à la relève des rapporteurs. Très bien. Donc, qui arrive? On commence maintenant l'article 13. Article 13. Et c'est qui arrive? Maintenant, c'est Sandra Motin qui se lance en tant que rapporteur. Très bien. Je vous en dirai plus s'il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. Très bien, merci Cédric. C'est vrai qu'il y a des... J'avais une remarque, Paula, si je peux me permettre. On a parlé de l'indice de réparabilité, de l'information au consommateur. Faire en sorte qu'il achète moins, il souhaite moins renouveler et acheter moins souvent du neuf, même qu'il répare et non pas qu'il rachète, achète un nouvel appareil. On a parlé il y a quelques jours de la formation dès l'école à l'environnement,
Est-ce que, pour vous, comment ça doit se matérialiser? Ma question, est-ce que c'est une simple note sur un téléphone, ça incite à être plus sobre dans sa consommation de téléphone, ou alors est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'information consommateur pour le rendre véritablement acteur sur ce marché-là? Qui veut prendre la réponse? Vas-y, Laetitia. Nous, dans les propositions du livre blanc de Hop, soutenu par de nombreux parlementaires, on avait en effet mis beaucoup de choses sur la sensibilisation et notamment dans les cours de techno, puisque ça existe déjà au niveau des collégiens, par exemple. Et là, on peut vraiment sensibiliser des collégiens qui sont très sensibles en plus à ces sujets. Force est de constater que c'est compliqué encore malheureusement d'avancer sur ces sujets dans la loi. On a obtenu quelques petites choses un peu générales, donc c'est mieux que rien, mais concrètement, voilà, le ministère écologie était favorable, mais au niveau plutôt éducation nationale, il y a une sorte de freinage de dire ne touchez pas à nos programmes et ne nous dites pas ce qu'on doit raconter dans les cours, etc. Bon, c'est vrai que c'est dommage et qu'il faudrait vraiment aller plus loin, notamment dans ces cours de techno avec des profs souvent qui peuvent être mobilisés et intéressés par ces questions, et puis des ateliers de sensibilisation par ailleurs. Oui, alors je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que c'est vrai que c'est aussi lutter contre l'obsolescence culturelle ou esthétique. C'est ces phénomènes d'acculturation au fait qu'on peut jeter ou qu'on peut être en 5G tout le temps, ça ne pose pas de problème. Enfin, vraiment d'avoir conscience de tous ces impacts. Et nous, on voit aussi qu'on a porté plainte contre des publicités de Chromebook dans le cadre d'Apple, pardon, de Google, De Google. qui faisaient des pubs en disant vous pouvez presque jeter votre appareil ancien ordinateur portable pour avoir le nouveau Chromebook super génial, avec des images qui vraiment montraient un ordinateur qui est enfoui sous terre, qui est jeté, balancé comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'il atterrit. Et visuellement, ça donne des messages en fait culturels très négatifs qui ne vont pas du tout dans le sens de l'économie circulaire. Et donc, on a attaqué ces publicités et on a été jugé fondé. On a eu gain de cause sur le fait que c'était contraire au développement durable. Et conséquence, rien. La publicité peut continuer, tout continue comme avant. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de lier ces sujets avec la publicité, l'encadrement de la publicité. Aujourd'hui, on a une ARPP, une autorisation, une autorité de la régulation de la publicité et un jury de déontologie publicitaire. Mais tout ça, c'est du volontariat. Et même quand on est fondé, il ne se passe rien. Donc vraiment, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'encadrement. Et on ne peut pas se baser uniquement sur du volontariat des entreprises. Et ça, voilà, on compte aussi sur les parlementaires pour mettre le paquet sur l'obsolescence culturelle et l'encadrement de la publicité. Et on est vraiment déçus que ce ne soit pas dans la loi climat plus que ça, parce que c'est vraiment un enjeu très fort, comme le souligne Alban, oui, pour nous. Mais comme, les rapporteurs sur le texte de la loi CR nous disent qu'il faut faire confiance aux acteurs des filières et qu'ils vont se bonifier tout seuls comme des grands. Donc, croisons les doigts et l'avenir sera doux. Hein. Mais bon, c'était un petit peu le moment cynisme. Mais oui, je pense qu'il faut aller au-delà il faut vraiment prendre en mesure les enjeux. Et ça, c'est pas du tout chose qui est faite aujourd'hui. Et c'est pour ça que de mon point de vue, on devrait aller sur des mesures. Certains vont les juger trop radicales, mais quand on parle d'encadrement de la publicité, c'est pas compliqué. On devrait tout simplement interdire la pub pour les smartphones. C'est un objet. Il y a 90% des personnes qui sont déjà équipées. Ça suffit, quoi. Les gens, ils ont ce qu'il faut. Si jamais il vient à tomber en panne, ils vont penser tout seuls à avoir un nouveau téléphone. Il n'y a pas besoin de promouvoir de nouveau ces appareils-là. Donc, c'est assez désolant. Pour ma part, j'ai assisté à pas mal d'heures de débats en commission spéciale pour la loi climat et résilience. Là, j'ai un peu lâché l'affaire sur la séance plénière parce que je dois dire que ça mine pas mal le moral de cet exercice-là et de voir à quel point le rouleau compresseur de la majorité écarte toutes les mesures de bon sens qui se dressent devant son passage, quoi. Et d'un point de vue citoyen, honnêtement, c'est un peu désespérant de voir qu'il ne se passe rien, alors que pourtant, on est quand même dans une urgence à agir qui est sans appel, quoi. Mais bon.
Totalement. Je vois sur le chat donc énormément de propositions. Kev SDR qui dit monter les prix, qu'on se rend compte enfin du coût écologique. Parfois, on se demande est-ce que toutes ces incitations, finalement, via l'information, via la publicité même, sont vraiment efficaces. Il n'y a parfois que le prix qui fait, qui fait qu'on change d'avis. Denver 1979 dit je travaille pour une chaîne de magasins qui vend des petits électroménagers venus de Chine, garantie 2 ans. Ces produits ne tiennent pas sur la longueur et c'est pertinemment que 80% des clients ne reviendront pas car ils ont paumé leur ticket. Que faire pour sensibiliser les distributeurs? Donc voilà, il y a quelque chose, il y a des actions aussi à mener au niveau des distributeurs. Salvagraph qui dit il faudrait aussi penser dans un monde maintenant des réseaux sociaux, légiférer aussi sur les influenceurs, Instagrammeurs, YouTubeurs qui peuvent inciter à consommer et faire office de panneaux publicitaires. Ça, c'est très intéressant. Finalement, la pub, c'est pas que voilà, le secteur de la publicité, pas que l'industrie de la publicité. Bref, voilà, plein de petites propositions. Et c'est vrai que sur la pub, c'était assez déprimant finalement les débats hier soir. On a aussi un stream complet sur la question de la publicité où on détricote mesure par mesure ce qui a été voté et on présente nos amendements. Donc ça aussi, on pourra vous le retrouver, vous le mettre sur le chat. Alors, sur le chat, il y avait une question plus haut auquel on n'a pas répondu pour Marion sur vos rapports avec les autres opérateurs. Vous qui êtes innovants, alors ils n'ont pas des opérateurs de l'ARCEP, voilà, comment vous vivez dans cette jungle? Merci pour la question. Eh bien, je pense que alors, globalement, nos relations sont plutôt bonnes. Je pense qu'on observe pas mal ce qu'on fait. Alors, nous, on est adossés, puisque j'ai eu la question aussi, on a un opérateur virtuel, donc ce qu'on appelle un MVNO dans le jargon, c'est-à-dire qu'on se base sur des infrastructures qui sont existantes, et en l'occurrence celle d'Orange. Et globalement, on a été plutôt bien reçus par ces opérateurs-là, en tout cas cet opérateur-là en particulier, et les différents partenaires avec lesquels on a pu travailler. Je pense que globalement, on nous observe aussi, puisque régulièrement, on nous interroge aussi, que ce soit dans les institutions telles que l'ARCEP, etc. Et de toute façon, l'ARCEP, qui est le taux de régulation des télécoms, son rôle aussi, c'est de faciliter la concurrence sur le secteur. Donc, ils ont aussi ce rôle-là de pouvoir permettre l'arrivée de nouveaux arrivants, j'allais dire, sur leur marché. Et d'ailleurs, l'ARCEP a lancé une grande consultation sur le numérique responsable. Donc, ça veut dire aussi que c'est des enjeux qui intéressent aussi le gendarme des télécoms, entre guillemets. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, globalement, je pense que oui, on a été bien reçus. Je pense que ce qui intéresse aussi, c'est vraiment la dimension coopérative. Puisque il y a vraiment cette possibilité finalement pour tous de se réapproprier ces usages et de participer à la construction en fait de l'entreprise. Et ça correspond aussi à des dynamiques citoyennes, des souhaits d'engagement, etc., qui sont intéressants, quoi. Et je pense que de ce point de vue-là, oui, on nous interroge régulièrement aussi sur un peu comment ça se passe au niveau de ces dynamiques. Donc voilà. Donc globalement, c'est plutôt assez positif. Super. Adrien? Juste, je ne sais pas, pour rebondir sur cette question, nous, on a des tailles modestes, c'est-à-dire que on a mis en circulation plus de 1300 appareils là, donc c'est rien comparé à un opérateur qui vend je ne saurais dire combien de centaines de milliers d'appareils par année ou mois, j'en sais rien, on va dire. Mais par contre, ce qui est intéressant avec notre coopérative c'est que très rapidement, on a été identifié comme un acteur un peu engagé ou radical, ça dépend comment on se positionne. Et on a très rapidement essayé d'intégrer des groupes de travail, qu'on n'aurait jamais pensé intégrer aussi vite. C'est-à-dire qu'on a créé la coopérative en janvier 2018. En décembre 2018, on intégrait déjà des groupes de travail sur la loi économie circulaire et très tôt, on a été dans le groupe de travail sur l'indice de réparabilité.
Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel, c'est-à-dire que si les acteurs engagés comme Télécoop, comme ma coopérative Common et tout, peuvent se mobiliser pour faire une forme de lobby d'intérêt collectif, quoi, parce que c'est un peu ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va aller dans ces instances-là et on va essayer de soutenir le plaidoyer des ONG. Il y avait donc Laetitia de Hop, on travaille aussi beaucoup avec les Amis de la Terre, et il faut qu'on se fédère ensemble pour faire force commune, pour essayer de quelque peu essayer de contrebalancer le poids des acteurs historiques qui partagent pas forcément nos valeurs et qui ont un pouvoir d'influence qui est astronomiquement important. Donc, je pense que c'est hyper important de se saisir dès qu'on en a l'opportunité de ces sphères de décision-là et d'aller essayer de les hacker, quoi, quelque part, même si, bon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, on fait ce qu'on peut, quoi. Et donc, pour l'ARCEP, effectivement, on a participé à leur concertation pour un numérique plus responsable. Donc, bon, c'était mignon, hein. Ils ont été missionnés par le gouvernement pour lancer cette concertation, juste après avoir entériné le déploiement de la 5G, alors que la Convention citoyenne pour le climat demandait moratoire. Donc, bon, d'entrée de jeu, on est arrivé dans cette concertation en portant un discours de lucidité ou de radicalité, pareil, toujours en fonction de là où on place le curseur. Et ce qui est intéressant, c'est que nos propos ont été entendus, ils ont été retranscrits tel quel dans le rapport qui a été publié. Je ne sais pas si ça va faire changer le monde, mais en tout cas, on dialogue avec ces acteurs, même si on ne partage pas forcément les mêmes visions, quoi. Ouais. Merci Adrien. J'allais revenir vers Cédric du Parti Pirate qui nous a entendus très sagement depuis 17 heures, qui est là encore avec nous. Qu'est-ce que te suscitent tous ces débats? Que ce sont toujours des débats intéressants. Mais il y a des choses à apporter. Je suis encore content. Moi, je suis content que Tristan soit encore là parce que bon, si je dis les mots genre logiciel libre, ça devrait déjà lui le faire sourire un petit peu plus. Et en fait, on a parlé dans la réparabilité, ce genre de choses, des mécaniques. Voilà, faut rendre les choses réparables, faut rendre les logiciels séparer la partie sécurité de la couche, on va dire, plus cosmétique. Et en fait, il y a une problématique aujourd'hui un petit peu avec les startups électroniques. Frédéric disait que un petit peu l'IoT allait arriver en grande pompe sur les marchés. Ça veut dire aussi qu'on va se retrouver face aussi à des marques qui vont mettre en place des produits avec des logiciels, potentiellement même comme très connectés, des machines qui vont fonctionner que si les serveurs en face fonctionnent. On a eu, je crois que c'est le mois dernier où en fait un pan de la population avait des problèmes avec leur chauffe-eau parce que justement des serveurs étaient partis un petit peu dans les champs. Et se pose en fait la question non pas de la fin de vie des produits, mais aussi de la fin de vie des sociétés. Et il me semble justement, Paula, je te relance pas tout de suite, mais que c'était un petit peu dans le groupe EDS où il y avait un petit peu cette remarque de libérer le code si jamais la société fait faillite. Et ça a fait écho forcément dans nos cœurs de pirates parce que justement, on bataille un petit peu pour ça, le partage et notamment le logiciel libre. Mais si le logiciel ne peut pas être libre au moment où la société vit, il n'y a pas vraiment de raison, à part effectivement pour le liquidateur qui va y voir une manne financière à ce moment-là, il n'y a pas de raison que le code soit libéré. Et ce code libéré, ça permet de réinstaller des serveurs, de se réapproprier les outils et éviter que, là, c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est la captivité des clients qui d'un seul coup se retrouvent un petit peu avec du matériel qui fonctionne plus parce que les serveurs ne sont plus là. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est effectivement qui est très important pour la partie réparabilité, parce que on va effectivement avoir plein de nouveaux acteurs sur ces marchés-là. On parlait aussi reconditionnement et pour faire vivre un petit peu plus longtemps. Ce qu'il faudrait aussi, c'est éviter qu'on se tire dans les pattes sur justement arriver à rendre les choses plus intéressantes, notamment sur le reconditionné. Parce que de l'autre côté, ça parle toujours d'un point de vue pirate, c'est-à-dire que
On a de l'autre côté les gens qui adorent la copie privée et qui se disent si on revend, du moins si on vend un appareil électronique avec du disque dur dedans, de l'espace pour stocker des musiques, des livres, des films, faut taxer. Et donc, tout de suite, c'est une taxe supplémentaire sur un appareil où, normalement, cette taxe a déjà été payée. Et c'est un frein, au final, ça augmente le prix au reconditionné. C'est peut-être quelque chose auquel il faut faire attention au niveau de la législation, de ne pas faire des mécaniques qui vont se tirer dans les pattes et rendre les choses un petit peu contradictoires. C'est-à-dire, on va dans le bon sens avec, on parlait chèque pour le reconditionner, c'est pas fait a priori pour payer de la copie privée. Ça c'est là-dessus quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et puis pour relancer et pour montrer qu'on n'est pas tous d'accord ce soir, et c'est plus pour aller vers Marion, comme ça elle est pas, elle va savoir. Et puis un petit peu toi Paula aussi, c'est sur en fait sur la facture, mettre ce qu'on a consommé, c'est intéressant, c'est bien. C'est pour l'éducation, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un gros problème avec une unité qui est en vogue en ce moment, c'est le kilowattheure utilisé par gigaoctet envoyé ou consommé, ce genre de choses, parce qu'elle a un gros problème de conception. C'est-à-dire que on disait un petit peu en préambule avec Frédéric, qui était que le réseau, qu'il soit occupé ou non, consomme à peu près la même chose. Donc, un réseau qui est peu utilisé va avoir, selon cette mesure, un impact écologique beaucoup plus fort qu'un réseau qui fonctionne à 100% et en fait va être ultra rentabilisé. Ça ne va pas le faire vieillir plus vite. C'est le gros problème. Alors c'est pour ça, hein, c'est pas forcément un désaccord que j'ai avec Marion, hein, c'est juste que c'est une grosse problématique pour mettre en place des données exploitables. C'est la mesure qu'on voit actuellement beaucoup et qui pollue énormément nos débats. C'est quelque chose, voilà, ces petits points d'attention auxquels il faut faire super attention quand on veut mettre des indicateurs, parce que celui-là, en particulier, il est traître. Il est très traître. Je rebondis là-dessus. C'est un sujet sur lequel, j'avoue, je n'ai pas les idées claires, mais je ne suis pas du tout à l'aise avec ce discours. Et je ne sais pas si je vais réussir à l'expliquer clairement. C'est-à-dire que c'est un discours que j'entends de la part de beaucoup de gens qui sont, pour moi, des gens qui disent « Ah, mais… » qui utilisent cet argument et qui est apparemment vrai, qui est de dire « De toute façon, en fait, le réseau, ça ne consomme rien, donc on peut continuer en illimité et c'est la fiesta et c'est youpi. Tout le monde peut y aller. C'est j'ai autant d'argent que je veux, ça compte pas. » Et du coup, il ne faut surtout pas brider le truc. Et du coup, à quoi ça sert de faire de la sobriété, puisque de toute façon, quand l'infra est là, qu'elle soit utilisée ou pas, ça ne coûte pas plus cher. J'entends. Sauf que l'infra, elle augmente, hein, et la 5G va ne faire qu'empirer la chose. Et donc, derrière, on va augmenter l'infra. Et donc là, elle va consommer plus. Ou alors, peut-être qu'on va avoir des gains, si on a de la chance, des gains qui vont compenser, et c'est pour l'instant ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on pouvait transporter plus pour un même coût énergétique, à condition de renouveler l'équipement, évidemment. Donc là, il y a un coût carbone qui est très sensible. Alors que, je vais vous dire franchement, il faut regarder les choses en face. Le virage climatique qu'on a en face de nous, il s'agit de diviser par 5, en étant optimiste, par 10, si on est un peu plus réaliste et lucide, notre empreinte carbone. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'avoir plus de data qu'on transfère pour un même coût énergétique. L'objectif, c'est de diviser par 5 ou 10 l'empreinte carbone du transfert de la donnée et du numérique en général. Et aujourd'hui, en ayant ce discours-là, on se laisse la porte ouverte, une porte cornucopienne, genre une abondance infinie, qui n'est pas du tout à la hauteur du défi auquel on doit faire face. Et ça me met très, très mal à l'aise, même si je suis
au départ foncièrement d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, oui, que j'utilise ou non mon réseau, il me coûte tant en carbone. Enfin, je sais pas, je suis pas allé foutre un wattmètre au data center ou un truc, mais j'ai sur mon bureau un truc qui mesure en permanence ma conso énergétique sur ma box, mon routeur, etc. Donc, c'est un sujet que je suis, mais je peux pas faire ça chez un opérateur. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais je pars du principe que c'est vrai. Mais néanmoins, cet argument n'est pas du tout à la hauteur du débat qu'il faut tenir. Donc, comment fait-on pour diviser par 5 ou 10 l'empreinte carbone du numérique? Alors, je suis d'accord, il faut commencer par les terminaux, par les équipements et faire durer le truc. Mais l'échéance, elle est aujourd'hui, parce que ça fait 30 ans qu'on laisse traîner le problème, mais elle est aussi sur les 30 ans qui vont venir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce discours-là, il n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enflammé par le sujet. Et sinon, j'adore la référence au logiciel libre, etc. On est complètement sur la même longueur, mais sur ce sujet-là, je suis très, très mal à l'aise. Voilà. C'est un point névralgique, hein, Ouais. polémique et qui tend un peu encore. Je crois qu'il faudra qu'on ait plusieurs discussions de ce type pour Oui. Non, mais après, et à y voir plus clair. Après, c'est vrai que Paula, si je peux me permettre de couper et réagir, c'est un peu la position que l'on avait avec Paula sur la demande de moratoire, notamment sur la 5G, parce que c'est vraiment un changement des usages qu'il faut intégrer tout de suite et immédiatement. Et c'est pas aller vers plus de consommation et de consommation de données. Et c'est un usage différent, justement. Totalement, c'est sur les usages et pas tellement sur. Si je peux me permettre, Marion, je ne sais pas si tu voulais réagir, mais en fait, là, lancer le débat de la 5G à 25, alors qu'on est censé terminer dans 5 minutes, je pense que c'est super tendu. Mais désolé. Non. On va passer quelques annonces avant la fin de notre truc. Donc, si vous voulez réagir rapidement à cette dernière question. Juste, donc j'aurais des milliers de trucs à dire sur la 5G, donc je vais passer. On a compris qu'il y a différentes positions. Simplement, juste sur le logiciel libre, la plus-value des OS libres, c'est aussi dans la durabilité. Et donc là, dans le cadre de l'indice de la durabilité, il va falloir qu'on fasse pression pour qu'il y ait quelque chose qui prenne en compte ce point-là, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Enfin, très faiblement, là, j'ai rattrapé les wagons des groupes de travail là récemment et jusqu'à présent, ce n'est pas super pris en compte. Parce que dans le cadre de l'indice de réparabilité, on nous a dit oui, les OS open source, ça sert à la durabilité, attendez l'indice de durabilité. Donc, il ne va pas falloir rater ce wagon-là. Ça, c'est juste sur le côté OS libre. Marion, je te laisse, je ne sais pas si tu voulais réagir sur. Non, mais peut-être en 2 mots, mais c'est un point qui est hyper important. Nous, on pense vraiment, chez Télécope, on a été créé sur cette vision-là que la ressource numérique doit être considérée comme une ressource qui est limitée. Et à l'inverse finalement de ce qu'on peut entendre dans le débat public depuis de très nombreuses années. Hein. Je pense à la dématérialisation, à arrêter d'imprimer vos mails. Vous vous rappelez très bien de cette signature qu'on avait tous, n'imprimez pas votre mail, gardez-le comme ça protégera l'environnement. Je pense qu'il y a cette notion vraiment que la dématérialisation dans tous les cas, elle va sauver le monde et elle va finalement réduire les impacts environnementaux de l'ensemble de nos usages. Et c'est alors que là, ce que dit, et puis ce que je pense que explique très bien Tristan, c'est qu'en fait, non, la sobriété, on doit la porter dans l'ensemble finalement de nos usages et surtout le numérique. Parce que en déportant finalement aussi tous nos usages et tout ce que on ne peut plus, on croit qu'il y a plus d'impact ailleurs, on le fait en numérique, eh bien, on va se retrouver avec la situation connaît actuellement, c'est-à-dire les impacts de gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre au niveau mondial du numérique qui pourraient doubler d'ici à 2025. Aujourd'hui, c'est 4% au niveau mondial. Donc voilà, on se retrouve dans cette aberration-là aussi, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même cette notion-là aussi que vraiment le numérique, c'est pas une ressource qui est illimitée. C'est important de le dire. Et nous, l'enjeu de Télécope, mais aussi de toutes les autres organisations qui travaillent là-dessus, c'est aussi de rendre cet élément-là aussi tangible. Je
pense. Et c'est important aussi, et c'est pour ça que c'est bien sûr super regrettable que le numérique soit complètement absent de cette loi climat, parce que pour autant, il y a énormément d'usages que nous faisons avec le numérique. Il est présent partout dans nos vies. On l'a vu particulièrement sur le Covid, avec cette crise sanitaire. Et pour autant, on ne l'intègre pas finalement dans une vision soutenable pour notre société et pour notre planète et pour les hommes avec un grand H, bien sûr. Donc voilà, c'est quand même c'est un élément que je voulais quand même rappeler aussi en toile de fond, parce que ça couvre finalement tous ces usages-là, quoi. Très bien. Merci, mais on voit qu'on pourrait encore discuter pendant des heures, donc on va voir si on cale un autre créneau jusqu'à la fin des débats pour rediscuter de toutes ces questions. Je voulais que Xavier nous fasse un petit point, parce que justement notre amendement là sur le logiciel libre, l'ouverture des codes, une fois que les entreprises font faillite, etc., vient de passer ou passera dans les quelques minutes. Il a été rejeté en 6 secondes, chrono. La violence de la séance. Mais je voulais que Xavier nous fasse un petit point, parce que c'est l'article qui s'ouvre là maintenant, et l'article sur lequel on aurait pu avoir des points d'accroche sur plein d'amendements, quelques-uns qui ont été jugés irrecevables, d'autres qui seront défendus, mais bon, je pense rejetés aussi rapidement que celui-là. Effectivement, c'était la difficulté qu'on a eue sur ce projet de loi, c'est qu'en fait, il n'y avait aucun article qui traitait, en tout cas très directement, de la question du numérique. Et du coup, pour être recevable, il faut que les amendements aient un lien au moins direct avec les dispositions du texte en question. Et donc là, on a eu beaucoup de problèmes. Et en l'occurrence, sur toutes les propositions quasiment qu'on a avancées depuis tout à l'heure, en tout cas celles qui sont les plus opérantes, malheureusement, les amendements ont été déclarés irrecevables. Donc ça a été le cas notamment sur la question des garanties, sur tout ce qui a trait également aux mises à jour, où est-ce qu'on proposait qu'il y ait des mises à jour au moins pendant 5 ans. Aussi tout ce qui avait trait à ce qu'on a parlé tout à l'heure pour qu'on distingue d'un côté les mises à jour dites de sécurité et de l'autre côté celles dites de confort. Aussi, on avait un amendement pour imposer la réversibilité des mises à jour de confort, c'est-à-dire que si on s'aperçoit que finalement la mise à jour conduit par exemple à ralentir un petit peu le fonctionnement d'un téléphone, on pouvait faire un retour en arrière. Voilà, on a eu pas mal d'autres amendements sur cette thématique. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? On avait un amendement pour dissocier en fait le prix du terminal et celui du forfait dans le cadre quand on prend un forfait et qu'en fait le portable est vendu avec, pour que le consommateur soit aussi sensibilisé en fait à tout ça et au coût que ça peut avoir. On avait également des amendements qui ont été déclarés irrecevables sur une TVA à taux réduit pour les appareils numériques reconditionnés. Super. Merci Xavier, qui a beaucoup travaillé sur les amendements en lien avec vous tous et les associations qui ont porté ces sujets. Bon, donc on arrive à la fin, même si la séance n'a pas l'air encore de se lever, mais j'en profite pour rappeler donc que ce soir, on a une grande soirée animée par Delphine et Mathieu sur l'impact carbone de la loi. Et donc, ils vont calculer, ils vont évaluer l'impact carbone de chacun des amendements, des propositions du gouvernement. Et ils ont eux-mêmes travaillé sur une proposition de loi qu'on a tous soutenue pour une vraie loi climat, et ils vont montrer la différence en termes d'impact carbone. Donc, ça va être une super soirée. Et donc là, ce qu'on va faire, on est tous des newbies en Twitch, mais on va faire notre premier ride, c'est-à-dire que ceux qui ont envie de continuer, on va tous aller voir Jean Massier qui est en continu là sur Acropolis et qui commente aussi, je crois, les débats. Donc, je laisse mon équipe faire les manips. On met le petit jingle. Et vraiment, merci beaucoup à tous les invités. Et à l'Assemblée, la séance est levée. Et voilà, juste à temps. Merci beaucoup. Et puis, on va essayer de se refaire une petite séance sur ces questions, parce qu'on avait encore plein de sujets à aborder. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le
sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement, ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée que on va au bout de chaque proposition que vous avez faite. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Eh bien,